Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Un blockbuster pop à la fois futuriste et nostalgique. À 71 ans, Steven Spielberg revisite la science-fiction façon jeu vidéo dans Ready Player One. Un cow-boy en pleine crise identitaire, un western mélancolique dans The Rider. Chloé Zhao plonge dans le milieu du rodéo entre réalité et fiction. Moi, je veux être pêcheur et vendre mon poisson. Pour pêcher, on ne peut pas être auto-entrepreneur. Et puis une chronique ouvrière, des destins croisés du nord de la France à la banlieue de Tunis. On suit la délocalisation d'une usine, c'est Vent du Nord de Walid Matar. Et tout ça, c'est bien sûr, comme chaque semaine, avec Monsieur Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Vincent. Allez, on commence avec un film qui m'a fait l'effet un peu d'une belle Madeleine des années 80. Ceci, il n'y a pas besoin d'avoir connu ces années-là pour apprécier Ready Player One. C'est le grand retour de Steven Spielberg à ses premières amours, hein, la science-fiction de divertissement. Et c'est un peu un événement, Thomas. Hein. Oui, comme l'était en leur temps Rencontre du troisième type, E.T., Minority Report, Jurassic Park ou encore la Guerre des mondes. Que des œuvres qui ont marqué l'histoire du cinéma. Encore, on ne cite pas toutes les œuvres que le cinéaste-producteur a initiées, comme les Gremlins ou encore Retour vers le futur. Mais alors, revenons au présent, voire au futur, puisqu'avec Ready Player One, nous sommes déjà en 2045. C'est une adaptation d'un roman de Ernest Pine. Alors là, ici, le monde réel semble tellement glauque à une majeure partie de la population, eh bien que tout le monde préfère se réfugier dans un monde virtuel et infini d'un jeu vidéo. Il s'appelle l'Oasis, qui se réinvente donc sans cesse. Alors le jeune héros de cette histoire, de ce Ready Player One, lui s'engage dans une course effrénée pour retrouver 3 clés dans l'Oasis et ainsi hériter de l'immense fortune laissée par le créateur du jeu avant sa mort. On embarque. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. I'm here talking to all of you now because our future's being threatened. Go, go, go! I just came here to escape, but I found something much bigger than myself. I found my friends. I found love. Voilà, Thomas, avec ce Ready Player One, on est bien loin de l'atmosphère de Pentagon Papers. Pourtant, c'était déjà du Steven Spielberg. C'était quoi, il y a moins de 3 mois, hein. C'est ça, absolument. Et donc, 2 œuvres qui sont quand même très différentes. Et en même temps, on sent toujours cette patte Spielberg. Absolument, cette façon si inspirée de révéler un territoire à lui-même. Ainsi, dans Pentagon Papers, eh bien, la rédaction d'un journal devenait presque un vaisseau spatial en surchauffe. Et cette fois, ce sont les mondes virtuels et ces murs invisibles, hein, qu'il explore avec la même acuité visuelle. Alors c'est vrai que dans la production mondiale en général et hollywoodienne en particulier, la capacité de travail de Steven Spielberg est proprement hallucinante et exceptionnelle. C'est ainsi que pendant que son équipe a finalisé les effets spéciaux de ce Ready Player One, et Dieu sait s'il y en a, et bien que Steven Spielberg, comme une récréation, a donc réalisé Pentagon Papers, une œuvre majeure comme ce Ready Player One. Tant Spielberg, avec son sens aigu, hein, vraiment de la mise en scène, eh bien envoie le cinéma dit de divertissement vers d'autres sphères. C'est une réflexion sur la virtualité et les nouvelles images. Elle sidère, hein, par son intelligence et sa fluidité. Spielberg, c'est un peu, allez, je m'enflamme, comme un peintre de la Renaissance qui réinvente la perspective. Mais oui, Vincent, c'est aussi une synthèse très maligne de tout un pan, vous l'avez dit, de la pop culture. Et on ne compte pas toutes les citations, témoin cette séquence sidérante où les héros se retrouvent plongés dans le film Shining de Stanley Kubrick. Voilà, le futur du cinéma, Vincent, eh bien, il est là, sous nos yeux,
Ébahi. Zébahi. Nous le sommes tous les deux demain. On va quitter ces mondes virtuels pour les grands espaces américains. Décidément, la mode est au western. Il y a 15 jours, c'était Hostile. Cette semaine, voici The Rider, signé de la réalisatrice Chloé Zhao. Cette fois, c'est un western contemporain. Oui, contemporain, et qui arrache d'ailleurs des éléments du réel pour les lever dans une émouvante fiction. Tous les personnages à l'écran existent bel et bien dans la vraie vie. Ils jouent peu ou prou ici leur propre rôle. Alors on est dans le Dakota du Sud, parc national des Badlands, une réserve Sioux au crépuscule. Alors Brady, lui, il a 20 ans, c'est un champion de rodéo et ne vit que pour ça et tous les concours qu'il dispute tous les week-ends. Alors blessé gravement à la tête après un accident de cheval, eh bien Brady doit, sous les conseils de ses médecins, renoncer à sa passion. Le jeune homme refuse d'abord, avant d'essayer de donner un nouveau sens à sa vie. C'est ce que raconte The Rider de Chloé Zhao. No more riding, no more rodeos. You have to play the cards we're dealt. Sometimes dreams aren't meant to be. What happened to cowboy up? Grit your teeth. Be a man. I'm not gonna end up like you. I'll take care of you. I'll take care of you too. I believe God gives each of us a purpose. For a cowboy, it's to ride. La raison d'être du cow-boy. Vous en avez pensé quoi, Thomas, de ce Rider ? J'étais assez fasciné, comme je l'avais été par le premier long métrage de la réalisatrice. Citons-la, elle s'appelle Chloé Zhao, elle est née en Chine en 1985, et vers l'âge de 15 ans, en fait, elle est partie aux États-Unis, où elle vit aujourd'hui et où elle travaille. Ce premier long métrage qu'on avait découvert à Cannes en 2015 s'appelait « Les chansons que mes frères m'ont apprises », et on retrouve la même mise en scène caressante dans ce Rider, le même rapport à un réel qui contamine doucement la fiction, et réciproquement, The Rider accomplit en fait les mêmes gestes avec cette sensation envoûtante, vraiment, que les territoires et les corps que Chloé Zhao filme ici, eh bien, nous les connaissons déjà, en tout cas pour celles et ceux qui avaient découvert son premier long métrage. Voilà, donc c'est vraiment un film sur un travail, une réflexion sur le passage à la vie d'adulte, récit d'une initiation, exploration des rites en voie de disparition. The Rider est un film magnifiquement, Vincent, crépusculaire. Allez, on change à nouveau complètement d'ambiance avec Vent du Nord de Walid Matar. Ce sont deux histoires en parallèle. Voilà, on est au nord de la France, une usine va fermer ses portes pour être délocalisée ailleurs. C'est ailleurs, c'est la Tunisie, le bonheur des uns, le malheur des autres. Donc, d'un côté, Hervé, c'est Philippe Rebaud, il est ouvrier, bientôt licencié, qui décide donc d'accomplir une passion inassouvie, celle de devenir pêcheur. Il embarque dans cette aventure son fils. Alors, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est Foued, Mohamed Amin Hamzaoui. Lui voit l'arrivée de cette entreprise comme une aubaine, donc un moyen enfin de trouver du travail et de vivre dignement. Alors ces récits alternés et bientôt croisés font tout l'intérêt de ce Vent du Nord. Premier long métrage du Tunisien Walid Matar. Le scénario n'enferme jamais ni les situations ni les personnages dans une sorte de cliché de confort narratif. Voilà, le nord de la France et la Tunisie deviennent des territoires presque frères où la pression économique et familiale se ressemblent un peu. Voilà, c'est un bien beau film et on notera la présence du jeune comédien Kassé Motéclin. Il a seulement 19 ans et déjà un CV bien rempli. On l'avait vu chez Téchiné, chez Anne Fontaine ou encore chez Ursula Meyer. Il sera bientôt à l'affiche du très beau film Comme des rois, on le voit à l'image, Kassé Motéclin, à côté d'un cadmérade surprenant. On en reparle donc très vite. Le rendez-vous est pris. Les sorties de cette semaine, Thomas Décimo, sont très éclectiques. On va terminer avec une rétrospective d'un cinéaste japonais visionnaire, Seijun Suzuki, qui a, on va dire, révolutionné carrément dans les années 60 l'esthétique cinématographique. Absolument. Le cinéaste est mort l'année dernière à l'âge de 93 ans, et c'est un secret trop bien gardé des cinéphiles et aussi des cinéastes, parce qu'on ne compte pas tous les cinéastes qui le citent abondamment, de Wong Kar-wai, il y a John Woo, en passant par Jim Jarmusch, Tarantino, ou encore Damien Chazelle pour son récent La La Land, qui rendait hommage au travail virtuose de Seijun Suzuki. Alors Kenjun Suzuki, il a connu une carrière assez chaotique au sein des studios
nippons qui ne l'ont jamais épargné, l'empêchant même de tourner à partir de la fin des années 60. C'était en 1967, date de son chef-d'œuvre, La marque du tueur, un film noir ultra stylisé où les sensations priment sur la compréhension du récit. C'est ça qui avait choqué à l'époque. Mais avant ça, il y a eu notamment Le Vagabond de Tokyo, un film de Yakuza dont il était spécialiste, où les héros sont plongés dans des univers colorés sidérants qui font de chaque action un geste poétique. Cinéaste très graphique donc, mais aussi politique et érotique, avec notamment, vous pourrez le découvrir cette semaine, La barrière de la chair, plongée très émouvante dans les bas-fonds de Tokyo où plusieurs prostituées se refusent le droit d'aimer. Voilà, c'est en salle, mais c'est aussi disponible conjointement en vidéo dans des copies soignées chez Elephant Film. C'est le moment de s'immerger totalement dans cette œuvre baroque et ultramoderne. Votre coup de cœur. Donc merci Thomas. Merci on se dit à la semaine prochaine. À l'affiche, c'est déjà fini, mais l'aventure continue bien sûr sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. Et on se quitte donc avec ces images issues de l'œuvre de Seijun Suzuki. Je vous dis à très vite.